Dans cette petite vidéo que je vais vous présenter, la team, vous allez découvrir la déconstruction de l'Occident qui n'aime pas les nouveaux Africains qui sont forts panafricains. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi les Africains décomplexés énervent les Occidentaux. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui les Africains décomplexés sont considérés comme les agents doubles de la Russie. Je vais vous donner des exemples clairs et nets. Nous avons déjà, nous-mêmes personnellement, vécu sur nos chaînes les menaces de YouTube eux-mêmes, les démonétisations par exemple, tout simplement parce que nous avons décidé de suivre la politique de Vladimir Poutine tout en disant qu'il avait raison dans ce conflit. Juste pour cela, YouTube est capable de vous démonétiser et de mettre votre chaîne YouTube en veilleuse pendant au moins des mois. Il faut donc aller comprendre combien aujourd'hui avoir le sens d'un Africain décomplexé dérange beaucoup les Occidentaux. Et c'est pourquoi cette vidéo que je vais vous présenter, c'est qui montre les visages d'aujourd'hui des grandes faces, des grands visages panafricains dans notre continent, énerve l'Occident, énerve les Américains, énerve tous ceux qui ont toujours eu à croire que l'Afrique va demeurer une terre d'alignés. Une terre qui regorge tout simplement des citoyens alignés, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas se poser des questions, des personnes qui ont décidé de toujours s'aligner, des personnes qui ont décidé de toujours se soumettre. Aujourd'hui, avoir donc des personnes comme Franck Nyamsi, avoir donc des personnes comme Kémy Séba, avoir donc des personnes comme Nathalie Yam, avoir donc tous ces grands types-là qui consacrent leur temps à nous faire des directs, des vidéos, à nous interpeller, à parler aux Occidentaux de manière égale, tout en décomplexant tout n'importe quel échange avec énerve forcément l'Occident parce qu'ils ont toujours vécu dans un rapport de domination. Pour eux, si vous êtes ensemble, il y a toujours un qui doit dominer l'autre. Vous ne pouvez jamais être égaux. Du moment où vous voulez être égaux, pour eux, vous devenez clairement un ennemi à abattre rapidement. Et c'est pourquoi les nouveaux Africains décomplexés, considérés comme des panafricains, sont détestés par la France. Et vous aurez cette vidéo pour confirmer ça de vous-même. La team, écoutez-la. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Non? Et celui-ci? Probablement. Et lui? Est-ce que vous le reconnaissez? Cette dame peut-être moins. Mais lui, je suis sûr que vous l'avez déjà vu quelque part. Voici quelques-unes des figures panafricanistes très suivies sur les réseaux sociaux et en Afrique, mais très controversées en Occident. Leurs points communs, l'anti-néocolonialisme, l'anti-impérialisme et plein d'autres antiismes. C'est vraiment l'émergence de personnes qui sont complètement décomplexées, qui n'ont pas besoin de faire des choses pour ressembler à. Et c'est là où effectivement, y compris dans le ton, dans la façon de s'exprimer, ça ne plaît pas à cet ancien colon qui reste colon. Dans les médias occidentaux et parfois dans la communauté panafricaine, on dit d'eux qu'ils sont radicaux, que certains sont des agents à la solde de Moscou dont il faut se méfier. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à l'Occident de trouver des Africains, les dresser les uns contre les autres et donc créer des individus qui seraient entre guillemets radicaux et d'autres qui entre guillemets ne le seraient pas. On va parler du panafricanisme et je vais vous expliquer pourquoi en Afrique certains panafricanistes sont adulés pour leur militantisme tandis qu'en Occident ils sont censurés, voire interdits de séjour. De Ouaga à Addis, de Johannesburg à N'Djamena, le panafricanisme est de nouveau à la mode en Afrique. Dans l'armée, avec de jeunes officiers putschistes comme le malien Assimi Goïta ou le burkinabé Ibrahim Traoré. En politique, avec de jeunes politiciens comme le sénégalais Ousmane Sonko ou le tchadien Succès Masra. En économie, avec les réformes sur le franc CFA et la création de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Dans l'art et la musique, avec des artistes engagés comme le sénégalais Didier Awadi ou le togolais Elom Vance. Et même sur les réseaux sociaux, avec des activistes comme Kémy Séba ou Nathalie Yamb. Je dis à la mode parce qu'en réalité, le panafricanisme a toujours été là. Né en Haïti à la fin du XVIIIe siècle, c'est d'abord un mouvement de libération et de retour vers l'Afrique. Ensuite, c'est un mouvement de revalorisation de l'identité noire, avant de devenir, au XXe siècle, un projet d'unification continentale. Au cours du XXe siècle, le panafricanisme a quitté la diaspora pour revenir sur le continent dans le contexte des luttes d'indépendance, de l'anticolonialisme. Il a été porté par Kwame Nkrumah. Les indépendantistes vont s'en servir comme un mouvement de résistance et de survie des Africains
qui estiment alors que leur vie vaut plus et qu'il est nécessaire de s'unir pour se défendre et se libérer. C'est ainsi que le panafricanisme va accompagner le mouvement de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Mais quelque chose va se passer à la fin des années 90. Avec la chute du régime d'apartheid, le lancement de la mondialisation néolibérale et la fin de la guerre froide, donc la fin des idéologies, le panafricanisme, comme d'autres idéologies, va connaître un déclin structurel, un déclin idéologique, lié au fait qu'on va mettre de côté les notions d'impérialisme et de libération pour mettre en avant les concepts de développement et de démocratie. Si le panafricanisme est de nouveau d'actualité plus de 60 ans après les indépendances, c'est parce que pour beaucoup d'intellectuels, d'activistes et de militants, l'Afrique en grande partie n'a connu ni réelle démocratie ni développement. Donc, pour les panafricanistes, le colonialisme et l'impérialisme n'ont jamais vraiment cessé et la libération du continent est restée inachevée. On est sous une colonisation, une domination économique, intellectuelle parfois, parce qu'il y a des gens qui se prétendent intellectuels, mais en fait, ils ne pensent leur intellectualité que de ce que serait le développement ou même l'intelligence à travers un prisme occidental. Pour mener toutes ces luttes, l'historien Hamzat Boukari Yabara distingue deux approches. On a un panafricanisme qui est entre guillemets radical, qui correspond en réalité à une poursuite de l'anticolonialisme de base, et on a un autre panafricanisme qui peut ne pas paraître radical, mais qui est pour moi le panafricanisme originel, qui est la construction des États-Unis d'Afrique. En réalité, il s'agit là de deux faces d'une même pièce, puisque les deux approches visent au final l'unité et l'autodétermination de l'Afrique. C'est-à-dire travailler pour que les Africains échangent entre eux, travaillent entre eux et aillent vers cet État fédéral, sachant que c'est la construction d'un État fédéral qui, de manière automatique et mécanique, fera partir les bases militaires étrangères qui sont sur le sol africain, nous fera sortir automatiquement du franc CFA, et etc. Et ça parle aux 70% de jeunes subsahariens qui sont âgés de moins de 30 ans et qui sont en quête d'identité et d'autodétermination. Or, pour la journaliste Maud Salomé Ekila, une Afrique libre, unie et prospère menacerait directement les intérêts de certains pays occidentaux, qui voient tous ces prêcheurs d'unité d'un mauvais œil. Je pense qu'un homme ou une femme noire décomplexée, aujourd'hui en 2023, ça fait peur à des personnes qui se considèrent comme des intellectuels, en France et ailleurs, des penseurs, des historiens, des journalistes, etc. Et c'est triste de se dire que quand c'est un homme noir, quand c'est une femme noire, on ne prend pas la peine de faire une vraie analyse, d'écouter réellement les discours. Du coup, dans les médias occidentaux, certains activistes panafricanistes influents vont être étiquetés radicaux ou agents à la solde de puissances étrangères. Un peu comme pour dire qu'ils sont dangereux, qu'il faut s'en méfier. Déjà, je trouve que c'est un très beau compliment d'être considéré comme radical à cette époque-ci. Il faut absolument être radical, en fait. Pour moi, ce que les gens appellent radical, je trouve ça normal. On a tellement de choses à rattraper, on a tellement de choses à reconstruire qu'on a besoin de personnes qui font un travail et qui ont un militantisme extrêmement exacerbé. C'est le cas de Kémy Séba ou encore de Nathalie Yamb. Commençons par la suisseau-camerounaise Nathalie Yamb, la dame de Sochi, militante anticolonialiste adulée en Afrique, mais désormais persona non grata en France. On est en train de parler d'une personne qui a un certain âge, qui a été quand même la collaboratrice de Jerry Rawlings pendant de très nombreuses années, qui était activiste politique pour plusieurs partis, qui était très active dans la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est quand même quelqu'un qui a des réflexions assez profondes. Parlons ensuite du franco-béninois Kémy Séba, lui aussi très suivi en Afrique et dans les diasporas. Et qui est quand même auteur de 5 livres différents, qui a vraiment une analyse sociétale qui est extrêmement poussée, qui est extrêmement précise. Quand vous écoutez vraiment jusqu'au bout et avec profondeur, un Kémy Séba, en quoi est-ce qu'il est radical ? Une image qui diffère de celle qu'il a en France, par exemple, où il a été condamné à plusieurs reprises par la justice française pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. Son interview avec la chaîne parlementaire française LCP a même été censurée le 12 mars 2023. Comment comprendre ces différences de perception ? Les différences de perception, ils sont liés au fait que les différentes figures ont des trajectoires. Mais comme l'Occident a une vision globale, il va peut-être aussi s'accrocher à ce passé, soulever des contradictions, soulever des incohérences, que du point de vue africain, on va mettre sous le tapis, qu'on ne va pas soulever. Parce que entre Africains, la priorité, c'est de ne pas, je dirais, se tirer dessus les uns sur les autres. On n'est pas là, je dirais, pour montrer à l'Occident des combats de coq. Par exemple, ceux que l'Occident qualifie de radicaux, Maud Salomé préfère les appeler des passionnés du panafricanisme. On a besoin de personnes qui croient en leurs idéaux, on a besoin de personnes qui n'ont pas peur de la mort, qui ont du courage, qui savent être animées réellement de l'intérieur, dans leur être, de cette problématique qu'on est en train de vivre. Elle s'étonne de voir qu'aujourd'hui encore, des militants panafricanistes comme Kémy Séba et Nathalie Yamb sont accusés d'être à la solde de Moscou. Est-ce que vous avez compris que vous êtes face à des personnes libres, en fait, qui ne se laisseront corrompre par personne, et qui ne sont pas des personnes qui ont un discours en face d'un Russe, d'un Américain, d'un Français, et puis qui en ont un autre publiquement devant ses frères et sœurs
envahisseurs, pas du tout. La question c'est pourquoi lorsque c'est l'Union européenne ou les États-Unis qui financent des ONG et des activistes africains, cela ne pose aucun problème. Mais lorsque les financements viennent de Russie, là, ça pose problème. Aujourd'hui, la particularité de certains leaders panafricains, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on en a à faire en fait de l'image que la France va par exemple avoir de ce combat qu'on est en train de mener. En quoi ça devrait nous importer à partir du moment où on considère qu'on a un continent à reconstruire? Pour l'historien du panafricanisme Hamzat Boukari Yabara, cette reconstruction du continent ne se fera que dans l'unité. Il base cette conviction sur 3 arguments. Premièrement, l'Afrique doit s'unir parce que déjà son organisation nécessite qu'elle s'unisse. On ne peut pas s'organiser dans les conditions dans lesquelles nos États se trouvent aujourd'hui. Ils ne sont pas viables dans bien des cas. Leurs armées, leurs économies, leur système éducatif, leur système constitutionnel, leur cadre politique ne sont pas adaptés aux enjeux qui se posent pour les populations et pour leur propre survie. Deuxièmement, il constate qu'on est dans un monde des grands ensembles et des alliances stratégiques. L'Afrique ne doit pas être le point de découpage des autres influences extérieures, mais doit être son propre centre. Et troisièmement, il fait remarquer que toutes les grandes puissances voient et considèrent l'Afrique comme un ensemble. Il suffit de voir les noms des différents sommets. France-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, États-Unis-Afrique, Royaume-Uni-Afrique, Turquie-Afrique, Japon-Afrique. Tout le monde a un projet panafricain et pense l'Afrique comme une entité. Il n'y a que l'Afrique qui se pense en entité disparate. Et donc, il est nécessaire qu'on ait, par rapport à ces impérialismes qui utilisent le panafricanisme, un projet, une vision, un cadre qui nous permettent de mieux défendre nos intérêts. Notre destin, il est dans l'unité. Notre survie, notre avenir, il est dans l'unité. Mais comment atteindre cette unité ? L'auteur d'Africa Unite suggère 2 options. On a le mouvement fédéraliste panafricain qui lui estime qu'il faut aller vers un référendum, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail de pédagogie et d'éducation pour contraindre les chefs d'État à provoquer un référendum sur la question des États-Unis d'Afrique. L'autre approche serait plutôt de cibler la mise en place de dirigeants panafricanistes à la tête des États africains. Au final, Hamzat Boukari Yabara conclut que quelle que soit l'option choisie, le panafricanisme aura besoin de tous les panafricanistes. Les radicaux, ceux qui sont énervés, ceux qui sont plus réfléchis, etc. Tout est bon à prendre, il ne faut rien rejeter. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont très suivis, etc. Ils font un travail de matraquage qui fait que des gens découvrent des questions, se posent des questions. Et vous, que pensez-vous des panafricanistes dits radicaux ? Aussi, pensez-vous que les États africains devraient organiser chacun un référendum sur les États-Unis d'Afrique ?